Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je le secrétaire ou le secrétaire de séance, M. Archibald, merci. Donc je vais faire l'appel à Maïsa Thierry Président, Gagné Véronique, Archibald Nicolas, Jiménez Silva Eva, Grêle Marcel, Agnen Delphine, Dauphine Hervé, Benz Marina, Nicolas Nouma, Pro Roger, Arras Séraphin, Bouillon Mireille, Leroy Patricia, Delou Jean-François, Foinel Charline qui a donné pouvoir à Patricia Leroy. Dagbigou Jean-Christophe, Tancogne Myriam, Caruso Vanessa, Calmel Stéphane, Schmitt Emmanuel qui a donné pouvoir à Simon Desfammes, Jane Olivier, Calambo Sandrine, Hélène Marie-Hélène, Saképé Bruno, Baudinier Morgane, Lacombe Mélodie, Défal Simon, Cross Hugo, Boudé Cyriel, Chalabert Frédéric, Armantier Joël, Bouquet Manon qui a donné pouvoir à Joël Armantier et Estrada Calivali. Présent. Donc je fais passer. Donc, vous avez l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, vous avez d'abord, il faut approuver les procès-verbaux des séances du 2 avril et du 20 avril 2026. Donc, on va commencer par le 2 avril. Y a-t-il des observations sur les comptes rendus? Aucun, donc je me vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. L'approbation du procès-verbal du 20 avril 2026, y a-t-il des remarques? Aucune, donc je me vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, la question numéro 3, c'est les décisions, c'est le récapitulatif des décisions que j'ai prises. Y a-t-il des remarques? Madame Estrada. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut connaître le motif de la demande d'annulation du permis de construire pour Thalassa? Merci. Le permis a été attaqué le dernier jour. Le dernier jour. En gros, c'était des voisins qui ont attaqué le permis par rapport à la hauteur du bâtiment qui avait apparemment, ça leur cachait la vue. Donc, nous avons préféré, avec la CEMABAT, négocier avec eux, c'est-à-dire on a modifié le permis de construire, car malheureusement la loi, si on avait enclenché la procédure, on aurait sûrement même gagné. Seulement, ça nous faisait perdre du temps, et en plus de ça, ça remettait en cause surtout les emprunts, puisque tous les emprunts ne devraient pas y avoir de recours si on veut les avoir. Donc voilà. Donc ça nous faisait perdre du temps. Malheureusement, la loi est mal faite. Il fallait attendre, et donc on était assez pressés, donc on a fait des modifications de
permis de construire. Voilà. Ce qui fait que ça nous fait enlever, ça nous a enlevé deux chambres qu'on a rajoutées ailleurs. Voilà. Merci. Et le recours, bien sûr, a été levé, donc les travaux, de toute façon, ils avaient commencé à attaquer à l'intérieur, mais après, sur la structure par elle-même, il n'y avait rien qui avait été fait en attendant que les recours soient levés. Donc, du moment que le recours a été levé, c'est bon, le permis s'attaque. Voilà. Y a-t-il d'autres aucune. Donc je vais passer à la question numéro 4, c'est l'approbation de l'état des subventions aux associations. Alors, vous avez toutes les subventions qui sont attribuées aux associations. Sachez qu'il y a des subventions aux associations qui ne sont pas marquées, c'est qu'elles ne sont pas rendues en temps et en heure. Bien sûr, peut-être qu'on sera amené le futur à passer d'autres subventions. Quoi qu'il en soit, on n'a rien changé sur les attributions. Il y a eu juste quelques petits réajustements pour que, par exemple, les associations patriotiques auraient été mises toutes au même niveau. Et puis, il y avait une erreur sur une association, mais vous avez dû recevoir la modification. Voilà. Par contre, ce que je demande, nous allons les voter certainement, nous allons les voter tout ensemble, on ne va pas les passer une par une. Par contre, s'il y a des personnes dans la salle, des élus qui ont des postes importants au sein des associations, je vous demanderai de le signaler afin que vous ne preniez pas part au vote. Voilà. Monsieur le maire, pour ce qui me concerne, le souvenir français, on est sur la présidence. D'accord. Donc, monsieur Glenn, par le vote souvenir français, y a-t-il d'autre? Monsieur Bouffinier. D'accord. Trésorier, il y a Domitia. Donc, monsieur Kohl aussi, non? Pour le foot. Oui, après, vous pouvez être à l'association, hein, c'est pas pour autant, hein, c'est Georges juste le secrétaire, trésorier, président. Donc, y a-t-il des observations des associations? Aucune, donc je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 5, c'est une garantie d'emprunt pour un pays habitat. Je vais laisser la parole à Madame Jiménez Silva. Oui, merci. Promologis, ce groupe immobilier de construction et de gestion de logements locatifs, va se porter acquéreur de 14 logements sur la commune dans un programme dénommé L'Écrin de Thau, situé chemin de Laval, à destination de locataires ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le parc privé. Cette opération se décompose en 6 logements PLUS financés par le prix locatif à usage social correspondant à une habitation à loyer modéré, 4 logements PLAI financés par le prix locatif aidé d'intégration attribués aux locataires en situation de grande précarité et 4 logements PLS financés par le prix locatif social attribués aux candidats locataires ne pouvant pas prétendre aux locations HLM mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé. En vue de financement de l'acquisition de ces logements, Promologis a obtenu des prêts au prix de la Banque des Territoires et Caisse des dépôts de consignation pour un montant de 1 610 718 €. La mise en place de ces financements nécessite la délivrance de garanties d'emprunt par les collectivités locales. Le modèle de financement du logement social est basé sur ces garanties d'emprunt qui sont un marqueur important du partenariat commune-bailleur. Promologis sollicite aujourd'hui la garantie du contrat de prêt 179 689 constitué de 7 lignes qui a été annexé au projet de délibération à hauteur de 50%. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement de l'emprunt du prêt de 1 610 718 €, augmenté de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt, apporter sa garantie pour la durée totale du prêt et s'engager
au complet remboursement conformément au tableau d'amortissement. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 6, c'est la formation des élus. C'est le Code général des collectivités territoriales prévoit un droit à la formation pour les membres du conseil municipal, incluant un droit individuel à la formation, DIF, de 20 heures annuelles, cumulable sur le mandat. Ce dispositif est financé par une cotisation obligatoire d'au moins 1% des indemnités de fonction. Une formation obligatoire est imposée la première année pour les élus délégataires et un bilan annuel des actions financées doit être annexé au compte financier unique. Une enveloppe budgétaire équivalente à 2% des indemnités de fonction est proposée pour financer ces formations. Les élus salariés bénéficient également d'un congé de 24 jours sur l'ensemble du mandat renouvelable en cas de réélection. Les formations prioritaires couvrent la gestion locale, les finances publiques, les politiques publiques, les délégations et l'efficacité personnelle. Les organismes formateurs doivent être agréés et les demandes de remboursement justifiées par un lien avec les fonctions exercées sont traitées sur présentation de justificatifs. Les crédits sont répartis équitablement entre les élus. Le conseil municipal est invité à adopter l'enveloppe budgétaire de 2% et de valider les orientations de formation proposées dans le projet de délibération. Je vous demande d'adopter le principe en gros une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus de montant égal à 2% du montant des indemnités des élus, de valider les orientations proposées en matière de formation et de charger M. le maire de transmettre les présentes délibérations à la Madame la préfète de l'Hérault. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 7, c'est l'indemnisation des commerçants et je laisse la parole à Madame Gilles Siva-Eve. Merci. Cette délibération concerne l'indemnisation des commerçants impactés par les travaux d'aménagement de la place Annecy-Briand et des abordages menés dans le cadre des travaux qui ont débuté début 2025 et se sont terminés en août 2025. Je vous rappelle qu'un règlement municipal adopté en juillet 2025 plafonne l'indemnité à 10 000 € par commerce et cible uniquement les établissements situés dans la zone concernée. L'indemnisation est calculée sur la base de la perte de la marge brute évaluée par un expert comptable indépendant avec une franchise de 20% restant à la charge du commerçant. Le dossier du commerce La Fournée Gourmande, SAS Pile dans l'assiette, géré par M. Bonnet Nicolas, a été examiné par l'expert comptable indépendant. Une indemnité de 7 368 € est proposée, correspondant à 80% de la perte de marge brute, estimée à 9 210 €. L'Assemblée est invitée à approuver ce montant et à autoriser M. le maire à signer le protocole transactionnel qui était joint en annexe du projet de délibération. Donc, il vous est demandé d'approuver l'indemnisation proposée ci-dessus à la société SA Pile dans l'assiette sur 7 368 €, d'autoriser M. le maire à signer le protocole transactionnel correspondant et plus généralement tout document nécessaire pour parvenir à l'exécution de la présente délibération et dire que les crédits sont affectés au budget 2026. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Armentier. Bonsoir, non, juste pour savoir si d'autres personnes, d'autres commerçants avaient posé des demandes ou pas. Alors oui, nous avons eu 2 dossiers. Ah. Voilà, donc celui-ci qui est à l'étude, qui est étudié, et le second est à l'étude, on attend le rapport de l'expert comptable. Voilà. Et ils ont jusque fin juin. C'est ma deuxième question. 1er juin, bon voilà, c'est terminé. Voilà. Merci. Je peux continuer? Ouais. Je souhaiterais rappeler à cette occasion les différentes étapes et échéances qui nous ont conduit à mettre en place cette indemnisation. Contrairement à ce qui a pu être affirmé et relayé par certaines personnes, la ville de Metz a bien choisi d'indemniser ses commerçants et nous en avons aujourd'hui la preuve concrète avec le vote de cette indemnisation. Il est important de rappeler que la ville n'avait aucune obligation légale d'indemniser les commerçants. Si nous avons fait ce choix, c'est parce que nous soutenons le commerce local et nous avons toujours accompagné nos commerçants dans cette démarche. Initialement, les travaux devaient démarrer au mois de novembre 2024.
À la demande des commerçants qui souhaitaient préserver la période des fêtes de fin d'année, nous avons accepté de repousser le lancement du chantier. Les travaux ont donc débuté le 6 janvier 2025. Durant cette période des travaux, les commerçants ont été régulièrement informés de l'avancement des travaux. Des réunions ont été organisées, des plannings leur ont été transmis et des échanges ont eu lieu chaque semaine. Malheureusement, l'entreprise Colas a rencontré des retards dans la livraison de pierres destinées aux bancs, aux bordures ainsi qu'aux parvis de l'église et de la mairie. Ces retards ont eu des conséquences sur le calendrier du chantier, comme pour beaucoup de chantiers. C'est dans ce contexte que nous avons décidé début avril, seulement 3 mois après le début des travaux, de mettre en place une indemnisation. La création de la commission d'indemnisation a été votée lors du conseil municipal le 7 avril 2025, donc sous l'ancienne mandature. Et entre le 7 avril et le 7 juillet, date à laquelle le règlement a été adopté, cette commission s'est réunie afin d'élaborer les modalités du dispositif. Je tiens d'ailleurs à préciser que ce règlement n'a pas été rédigé ni par le maire, ni par l'adjointe au commerce, comme cela peut être colporté. Il a été construit collectivement par une commission composée de la CCI, de la CMA, de 7 agricoles méditerranéens, d'un élu d'opposition, de l'adjointe au commerce et d'un représentant de la Chambre des experts comptables. Le règlement a ensuite été voté en conseil municipal par l'ensemble des élus. Concernant l'information des commerçants, là aussi beaucoup de choses ont été dites. Les faits sont pourtant clairs. Cette mesure a fait l'objet d'une présentation lors de la réunion du 10 juin 2025, réunissant l'ensemble des commerçants concernés par le périmètre des travaux. Un compte-rendu de cette réunion a ensuite été transmis à tous les commerçants concernés, même les personnes absentes. La création de la commission donc, a été votée le 7 avril, le règlement le 7 juillet, et les délibérations ainsi que les vidéos des séances sont accessibles publiquement sur le site officiel de la ville de Metz. Cette aide a également été mentionnée dans les bulletins municipaux numéro 68 d'avril 2025 et numéro 69 de juillet 2025. Monsieur le maire l'a également évoqué lors de ses vœux et à la population le 9 janvier 2026. À ce jour, seulement 3 commerçants ont retiré le dossier et 2 l'ont effectivement déposé. Nous votons aujourd'hui le premier dossier et nous attendons les conclusions concernant le second dans les prochaines semaines. Je comprends qu'il y ait pu avoir un sentiment d'urgence pour certains commerçants, mais personne n'a été pris au dépourvu. Nous avons été élus en 2021 avec ce projet. Les travaux ont débuté en janvier 2025, après 4 années de préparation, de concertation et d'échange. Au final, il s'agit de 6 mois importants de travaux pour certains secteurs et seulement quelques semaines pour certains d'autres. Les commerçants ont été accompagnés tout au long du processus. Enfin, l'apocalypse annoncée par certains pendant la campagne électorale n'a pas eu lieu. Aucun commerce n'a fermé ses portes. Seuls 2 dossiers ont été déposés pour des pertes constatées et aujourd'hui le marché de plein air se porte bien. Je crois que nous pouvons collectivement nous satisfaire du résultat de cette place, du dynamisme retrouvé de nos commerces et nous réjouir de voir de nouveaux commerçants s'installer et participer pleinement à la vitalité du cœur de ville. Ce que je voulais ajouter, c'est que quand même c'est une première, parce que ce soit dans les souvenirs, que ce soit sur l'esplanade de Pietrasanta où il y a eu des travaux qui ont été bien plus longs, ou sur le boulevard du port, il n'y a eu aucune indemnisation de fait pour les commerçants. Donc, et en plus, ce n'a pas mentionné Madame Silva, c'est qu'en plus on les aide sur les terrasses, certes. Nous avons mis une charte de coloris, on a imposé certaines choses. Je pense que quand la ville a fait, et les contribuables ont fait un effort sur cette place qui a un certain coût. Je crois que quand on veut avoir quelque chose de beau, il faut aussi avoir un mobilier à la hauteur et ne pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, je pense que toutes les villes, vous allez à Marseille, vous allez à plein d'endroits, sur le port, ils ont des chartes avec des couleurs. On ne peut pas mettre des terrasses avec Heineken ou Coca-Cola. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut que ça ressemble quand même à quelque chose. Et je vois que notre marché marche très bien. Hein. Il y a beaucoup de monde et les retours que j'en ai des Mésois et des extérieurs, des gens qui viennent encore dimanche, et j'ai croisé des gens de Frontignan et des gens qui disent on se regarde de venir à Metz. Vous avez un très beau marché et la place, je pense que cet été, on va voir vraiment la place de la mairie, elle a vraiment pris, elle est vivante et c'est ce que nous comptons continuer à faire.
et à faire prospérer jusqu'au port. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il ne manque plus qu'à voter. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Aucune. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 8, c'est 9, c'est ressources humaines, c'est l'indemnisation de fonction des élus. Et je vais laisser la parole à Madame Annick Albert. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil municipal a adopté le 2 avril 2026 une délibération fixant les indemnités des élus. Par courrier du 5 mai, la préfecture a formulé des observations et a souhaité que les majorations d'indemnités fassent l'objet d'une délibération distincte, conformément à l'article L. 2123-21 du Code général des collectivités territoriales. Il convient donc aujourd'hui d'adopter deux nouvelles délibérations, l'une fixant les indemnités de base, l'autre validant les majorations. C'est l'objet des deux projets de délibération qui vous ont été adressés. Pour le projet de délibération numéro 8, comme il a été expliqué précédemment, les indemnités des élus calculant pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique varient selon la population et la fonction. 67,60 pour le maire et 28,60 pour les adjoints, plafonnés sur le nombre maximal théorique d'adjoints. L'enveloppe mensuelle globale est fixée à 13 359,20 € avec des taux appliqués de 65% pour le maire et 21% pour les adjoints et 4,87% à 10,30% pour les conseillers délégués. Pour le projet de délibération numéro 9, il est proposé d'appliquer des majorations aux indemnités des élus selon deux critères: l'attribution de la dotation de solidarité urbaine et le statut de bureau centralisateur de canton. Ces majorations calculées soit par référence à la strate démographique supérieure pour les communes DSU, soit à hauteur de 15% pour les bureaux centralisateurs, augmentent les indemnités de base conformément au bureau nominatif présenté dans le projet de délibération, soit 90% pour le maire, 25% pour les adjoints, 10,3% pour les conseillers délégués et 4,87% pour les conseillers délégués chargés de mission. L'enveloppe mensuelle passe donc à 16 710,75 €. Je vous propose donc de procéder au vote pour les questions 8 et 9. Merci. Y a-t-il des remarques? Aucune. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Abstention de M. Rentier. 3. Je voulais vous poser une question, M. Rentier. Oui. Qu'est-ce que vous faites que vous ne voulez pas voter les indemnités des élus? Les baisses surtout, hein? Oui, non, si vous voulez, nous, quand on en discute avant de venir au conseil, pour vous, hein, et quand la question qu'on s'est posée, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'avais pas cerné tout le dossier, je vous dis franchement. Donc, quand c'est le cas, je préfère m'abstenir que de faire des conneries de voter pour ou contre. Tout simplement. Ouais, je suis quand même surpris parce que vous savez que si on ne vote pas on aurait pu ne pas voter les indemnités, c'est-à-dire qu'on prenait le maximum autorisé. Si on les passe aujourd'hui, alors ce qui est rigolo dans beaucoup de conseils, c'est que quand on baisse les indemnités, on est obligé de les passer à un conseil. Je suis un peu surpris, notamment de la part d'une élue de la République, Mme Bouquet, qui aurait pu vous éclairer sur le sujet. Et surtout quand on sait ce que coûte un député, parce que quand vous faites le compte, les indemnités mensuelles de tous les élus du conseil municipal de Metz sont à la hauteur de 17 000 €, alors quand on sait qu'un député nous coûte quand même 24 000 € sur mensuellement. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être raisonnable et pas faire un peu n'importe quoi. On aurait pu vous aiguiller, je pense. Voilà. Ok. Donc, nous passons maintenant à la question numéro 10. C'est les ressources humaines, c'est le contrat d'engagement indicatif et je laisse la parole à Mme Annick Albert.
Merci. Donc, il est proposé au conseil municipal de recruter 12 agents sous contrat d'engagement éducatif pour assurer le fonctionnement des centres de loisirs de la ville. Le contrat d'engagement éducatif créé en 2006 est un contrat dérogatoire au droit du travail destiné aux animateurs et directeurs d'accueil collectif de mineurs en France, permettant un recrutement occasionnel, moins de 80 jours par an, pour des besoins non permanents. Il fixe des règles spécifiques en matière de temps de travail, jusqu'à 48 heures par semaine en moyenne sur 6 mois, repos hebdomadaire de 24 heures et quotidien de 11 heures, et de rémunération minimale, 51,69 € brut par jour. Cette décision vise à renforcer l'encadrement des accueils collectifs de mineurs en période non scolaire, dans le respect des dispositions légales, Code de l'action sociale et des familles, décret 2024-1151. Elle a été soumise à l'approbation du comité social technique du 12 mai 2026. Les agents recrutés pour des missions occasionnelles, maximum 80 jours par an, bénéficieront d'une rémunération journalière fixée à 101,50 € brut pour les animateurs et 110 € brut pour les surveillants de baignade. La mise en œuvre débutera dès que les besoins du service l'exigeront, les crédits nécessaires étant déjà inscrits au budget municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de décider le recrutement de 12 agents sous contrat d'engagement éducatif pour le fonctionnement des centres de loisirs de la ville de Metz, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les contrats de travail dès que les besoins du service l'exigeront, de doter ces emplois d'une rémunération journalière égale à un forfait de 101,50 € brut par jour pour les animateurs et un forfait de 110 € brut par jour pour les surveillants de baignade, de préciser que les crédits sont prévus au budget général. Y a-t-il des questions? Aucune. Je voulais préciser, parce qu'on reçoit encore aujourd'hui des demandes d'emploi saisonnier. Je pense que on avait lancé les offres depuis pas mal de temps, avec un délai, et malheureusement, on a été, on va dire, submergé par les demandes. Sachez que les recrutements se font avec les référents et les chefs de service, donc ça se fait en toute clarté, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de privilège. Voilà, malheureusement, ça fait des heureux, mais ça fait aussi beaucoup de déçus. Voilà. Donc, je voulais le dire parce qu'il y a encore des gens qui nous contactent pour pouvoir travailler l'été, mais voilà, c'est longtemps que c'est fini. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 11. Ressources humaines, c'est la rémunération des animateurs durant le séjour organisé par la ville. Je laisse la parole à Madame Galibert. Merci. La ville propose des séjours pour enfants avec un encadrement de 24 heures sur 24 par des animateurs. Cette décision vise à compenser équitablement les temps de présence nocturne des agents lors des séjours pour les enfants et les jeunes, en application du régime d'équivalence instauré par la délibération du 20 septembre 2025, tout en garantissant un encadrement de qualité 24 heures sur 24. Sa mise en œuvre débutera dès l'adoption du présent acte avec une indemnisation forfaitaire distinguant 120 € brut par nuit du lundi au jeudi équivalent à 4 heures de travail et 180 € brut par nuit du vendredi au dimanche majoré de 50%, soit 6 heures. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant du forfait par nuitée selon le tableau ci-dessous, de préciser que les crédits sont prévus au budget général, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes administratifs et documents se rapportant à la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 12, c'est toujours les ressources humaines, c'est la création de CST commun, mairie, CCAS, et je laisse la parole à Madame Annie Galibert.
Alors, l'article L251.5 du Code général de la fonction publique impose la création d'un CST dans les collectivités employant au moins 5 agents, une cinquantaine d'agents. Une dérogation, article L251.7, permet d'instaurer un CST commun entre une collectivité et ses établissements publics sous réserve d'un effectif global d'au moins 50 agents. Depuis 2022, la ville de Metz et son CCAS partagent déjà cette instance. Pour le renouvellement du CST prévu le 10 décembre 2026, il est proposé de pérenniser ce dispositif. Cette décision vise à maintenir une instance unique de dialogue social, conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique, et à simplifier la gestion des ressources humaines pour les 383 agents concernés, 288 pour la ville et 95 pour le CCAS. Sa mise en œuvre sera effective dès le renouvellement du CST prévu le 10 décembre 2026 avec une information préalable au centre de gestion de la fonction publique de l'Hérault. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un comité social territorial unique compétent pour les agents de la ville et du CCAS, de placer ce comité social territorial commun auprès de la ville de Metz, informer M. le Président du centre de gestion de la fonction publique de l'Hérault de la création de ce comité social territorial commun, préciser que M. le maire et son représentant est chargé de prendre des mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 13, c'est toujours les ressources humaines. C'est le nombre de représentants du personnel au CST. Je laisse à nouveau la parole à Mme Annie Galibert. Le conseil municipal doit statuer avant le 10 juin 2026 sur la composition du comité social territorial pour les élections professionnelles. Les décisions portent sur le nombre de représentants du personnel, entre 4 et 6 selon un effectif de 383 agents au 1er janvier 2025, le maintien du paritarisme et de la consultation des représentants des collectivités. Le projet prévoit de conserver une composition de 6 représentants titulaires et autant de suppléants, de maintenir le paritarisme en alignant le nombre de représentants de la collectivité sur celui du personnel et de continuer à recueillir l'avis des représentants de la mairie et du CCAS de Metz. Ces mesures s'appuient sur une consultation syndicale réalisée le 12 mai 2026 et sur les textes réglementaires en vigueur. Il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 6 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité et de l'établissement égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, afin de décider le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité et de l'établissement. Y a-t-il des questions? Non, je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 14, ressources humaines toujours, et c'est la création du F3 SCT. Je laisse la parole à Mme Annie Galibert. Une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, F3SCT, est créée au sein du comité social territorial commun à la ville de Metz et au CCAS pour les collectivités employant plus de 200 agents. En prévision des élections professionnelles du 10 décembre 2026, le conseil municipal doit statuer 6 mois avant le scrutin sur le nombre de représentants du personnel, le maintien du paritarisme et de la consultation des représentants des collectivités. Avec un effectif de 383 agents au 1er janvier 2026, le nombre de représentants titulaires du personnel peut varier entre 4 et 6. La consultation des organisations syndicales a déjà eu lieu le 12 mai 2026. Actuellement, la F3SCT compte 6 représentants, fonctionne de manière paritaire et recueille l'avis des représentants de la collectivité. Il est donc proposé aujourd'hui d'instituer la F3SCT au sein du CST commun, de fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants à 6, de maintenir le paritarisme avec un nombre égal de représentants de la collectivité, de recueillir systématiquement l'avis des représentants de la collectivité et de l'établissement public. Cette décision vise à renforcer la prévention des risques professionnels et à améliorer les conditions de travail des agents. Merci.
Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 15, c'est les ressources humaines, c'est la modification du tableau des effectifs. Et je laisse encore la parole à Mme Annick. Cette décision vise à adapter les ressources humaines aux besoins des services, notamment pour accompagner les évolutions de carrière des agents, arrivée, avancement, intégration dans une nouvelle filière. Sur le budget général, il convient de réaliser un ajustement de l'effectif budgétaire du cadre d'emploi adjoint administratif principal de deuxième classe, passant de 10 à 11 postes. Il s'agit en effet de créer un poste à temps non complet d'adjoint administratif principal de deuxième classe à raison de 20 heures par semaine au sein de la mission événementielle, commerce et animation démocratique. Le tableau des effectifs pour le budget général passe de 261 à 262 postes budgétaires. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification du tableau des effectifs, de donner pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans des emplois sont inscrits au budget, chapitre 012. Merci. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je m'en vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 16. C'est l'urbanisme et c'est la vie de la commune sur le sport. Et je laisse la parole à Marina Benz. Merci. Donc, le syndicat mixte du bassin de Tours a sollicité l'avis de la commune de Metz sur le projet de Scott arrêté le 24 février 2026, conformément à l'article R143.4 du Code de l'urbanisme. Bien que le projet prenne globalement en compte les demandes de la commune, 2 points suscitent des réserves majeures. Premièrement, la ville conteste le rejet de son amendement sur la loi littorale et l'agriculture. La coupure d'urbanisation actuelle, s'étendant jusqu'à l'autoroute A9, bloque tout développement agricole dans ce secteur, privant les agriculteurs mésois de possibilités d'installation ou d'aménagement, contrairement aux communes voisines non soumises à ces restrictions. Ce désaccord persiste donc dans le projet. Deuxièmement, la commune critique l'absence de prise en compte de sa demande de modification du corridor écologique, prévu donc dans la trame bleue, entre le palace et le ruisseau de Fontfrail. Le tracé actuel, non conforme à la réalité du terrain, zone surélevée sans cours d'eau, menace des projets communaux comme un hameau agricole et un cimetière paysager, en imposant des contraintes écologiques incompatibles avec l'urbanisation existante. Metz exige donc 2 ajustements. Une réduction des coupures d'urbanisation pour préserver l'agriculture et une révision du corridor écologique dans tous les documents du SCOT. Le conseil municipal est donc invité à délibérer pour émettre un avis favorable avec 2 réserves et à donner pouvoir au maire pour demander ces modifications. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Armentier. Concrètement, les 2 réserves que vous allez effectuer vont servir à quoi? Est-ce qu'après, ils vont en tenir compte? Est-ce que... C'est pas une question piège, je la pose comme ça. Non, je ne le prends pas comme une question piège. C'est des discussions sur la dernière mandature. On était avec Jean-Christophe Lalipo lors au SCOT. On a assisté à toutes les réunions du SCOT et on avait fait cette remarque puisqu'on avait voté contre le SCOT justement par rapport à ces 2 demandes. On avait fait 3. Jean-Christophe, tu peux en parler s'il te plaît? Oui, bonsoir. Oui, on avait fait 3 demandes lors du conseil du syndicaliste d'amendement. Les 2 premières concernant Langaronne et la 9 ont été prises en compte. Donc c'est important, c'est la zone de Langaronne au nord de la commune et l'emplacement de futur échangeur 9 qui est en étude. Et la 3e, c'était justement de réduire la coupure d'urbanisation au sens de littoral, de la faire descendre vers l'étang, et pas qu'elle monte jusqu'au nord, là où elle n'a rien à faire en fait, puisque en plus des dispositions à la loi littorale nous interdisent du lagunage jusqu'à Marseillan de construire. Donc c'est uniquement les agriculteurs qui sont impactés par le fait que ça remonte au nord
trop haut. Donc on avait proposé de descendre cette coupe d'urbanisation au même niveau, par exemple, que Pinette ou Pomerol, qui ne sont pas en loi littorale, qui sont à 1,5 km de l'État, et qui ne sont pas touchés par ces interdictions. Alors que nous, ces interdictions remontent à 2-3 km en nord. Donc on avait proposé une cohérence dans la ligne qui touchait le territoire. Et ça, visiblement, les services de l'État ont dit aux syndicalistes qu'il n'y en était pas question. Et pour éviter un conflit avec les services de l'État, le syndicaliste et même l'aglo ont dit bon, ben, tant pis, on gérera des dérogations. Sauf que les dérogations par dossier, ben, on ne les voit pas trop arriver. Donc c'est pour ça que si on se met déjà dans le document que le SCOT produit avec une contrainte, ça ne laisse pas beaucoup d'espoir pour avoir des dérogations. C'est notre demande aujourd'hui de revenir là-dessus. On n'a pas le pouvoir tout seul de les décider, mais il faut savoir qu'on est en révision du PLU. Notre révision du PLU devra respecter le document du SCOT. Et donc ça va nous guider aussi dans la commission agricole, on avait vu ces problèmes-là. Voilà pourquoi on est sur cette demande aujourd'hui, et je pense qu'elle est tout à fait justifiée. Un agriculteur aujourd'hui présent dans cette bande-là, il faut lui dire la vérité, il ne pourra rien faire. Voilà. Il ne pourra pas s'installer, il ne pourra pas s'agrandir. Et il ne faut pas lui faire croire qu'on aura des dérogations. Les dérogations, j'en ai connu 2 en 6 ans. Voilà. Une à Farlette et une autre à côté. C'est le moment de demander des modifications. À titre d'exemple, tout simple, Sainte-Croix, qui est sur la commune de Pomerol. De l'autre côté, vous avez Saint-Chès, Saint-Chès. Ils sont au même niveau. Saint-Chès ne peut rien faire parce qu'il est sur la commune de Metz, il est soumis à la loi littorale. Et Sainte-Croix est sur Pomerol, ils sont pas soumis à la loi littorale. Alors qu'ils sont au même niveau, ils sont à la même distance du rivage de l'état de métaux. Voilà. Par contre, en Marcillac arrive jusqu'à Pérugic, mais il y a une largeur très très étroite. Donc il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas une ligne continue qui pourrait dire, voilà, à un moment donné, il faut mettre une ligne. Mais là, c'est un décrochage énorme et c'est les agriculteurs de Metz qui en pâtissent. Notamment, vous avez beaucoup de domaines comme Saint-André qui veulent s'agrandir pour mettre du matériel, les machines à ménager ou autres, ils ne peuvent pas. Donc, c'est pas, voilà. Donc ça fait partie des choses qui ont été, quand on a fait sa demande, les autres étaient passés sur l'autoroute, sur certaines demandes, et puis celle-là n'a pas, c'est comme la zone à Langaronne, sur le SCOT, elle était en dehors il n'y avait pas une continuité d'urbanisme, il ne la reconnaissait pas. Alors qu'à l'époque, quand même, c'est l'État qui a donné l'autorisation de la faire, elle est restée quand même 2 ans sans aucune avancée, on ne pouvait pas délivrer de permis, parce qu'il y avait la LGV, alors qu'on savait que la LGV passait à côté, mais elle ne passait pas sur la zone. Tout ça, pourtant c'est l'État qui avait attribué, qui avait donné l'autorisation. Voilà. Il y a vraiment des incohérences, et je le vois, je ne vais pas dire tous les jours, mais on le voit au moins une fois ou 2 par mois. On a des demandes d'agriculteurs, de gens qui veulent s'installer, mais on leur dit de suite, à Metz, vous pouvez rien faire. Alors, c'est sûr qu'il faut être vigilant parce qu'il y a celui qui s'installe comme agriculteur avec un but de faire d'abord une construction, mais après on arrête l'agriculture, ça on a connu, voilà. Mais bon, sur des projets qui sont intéressants, c'est quand même dommage, surtout que l'avenir de l'agriculture est quand même en suspens, sur pas mal d'endroits, notamment du réchauffement climatique, comme les polyculteurs. Donc voilà, c'est des choses, c'est pour ça qu'on veut le mettre. Pourtant, c'est pas faute d'avoir. On est allé chez la DDTM, on a fait des réunions. Voilà, y a-t-il d'autres observations? Moi, une petite observation, c'est juste pour ceux qui ne le savaient pas, le 4 juin, il a démarré des gros travaux pour l'assainissement. Et j'en profite pour remercier l'aglo de nous avoir entendus et que dans 4 mois, on arrive enfin à sortir de ces problèmes de déversement dans le canal. Et que, pour ceux qui ne le savent pas, une tuyau va être branché, va permettre de se relier de nouveau à la step de 7, et on espère ne plus avoir de fermeture prochaine pour revenir ce que vous disiez, je suis mal pour la polyculture. Ça fait partie aussi du truc, donc quand il y a des bonnes choses ici, il faut les relever. Voilà. Oui, vous sachez, on a quand même pris
c'est-à-dire malheureusement, à l'agglo avec le président Linares, on a pris les affaires courantes très rapidement avec toutes les problématiques qu'il y a eu, hein, on n'a pas été épargné. Mais bon, on sait qu'il y a des gros retards à certains endroits, il faut en être conscient. Le risque zéro, il n'existe pas non plus. Mais sachez que voilà, je pense qu'il ne faut pas cacher la vérité, mais les travaux sont engagés et je pense qu'il y en aura d'autres beaucoup plus importants encore à faire et il y a vraiment des gros chantiers en cours, mais bon, sachez que voilà, et demain d'ailleurs on a un comité de lagune justement où voilà, on fait le point sur les travaux. Il y a des belles avancées dans pas mal de domaines. De toute façon, si on veut préserver la poichiculture et la pêche sur le bassin de Thau, on n'a pas d'autre solution que de faire ça. Voilà. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 17, c'est le foncier, c'est l'avenant de la convention avec la SAFER. Et je laisse la parole à nouveau à Marina Benz. Merci. Donc, une stratégie foncière est nécessaire à Metz pour préserver l'activité agricole. Une convention cadre avec la SAFER Occitanie, adoptée en 2022, vise à soutenir cet objectif, notamment via des outils comme la préemption des biens agricoles à prix maîtrisé, environ 1 € le mètre carré, pour limiter la spéculation, la cabanisation et le mitage des zones agricoles. Un avenant approuvé par le conseil d'administration de la SAFER en octobre 2025 actualise les conditions financières de la convention. Il récapitule et ajuste les coûts d'intervention de la SAFER Occitanie. Les coûts SAFER récapitulés dans l'avenant se substituent à ceux de la convention signée le 3 octobre 2022. Les passages en gras, donc dans le document que vous aviez joint à la note de convocation, correspondent aux évolutions tarifaires qui ont été validées préalablement par le conseil d'administration de la SAFER. Le conseil municipal est invité à approuver cet avenant et à autoriser M. le maire à le signer sans engagement financier immédiat pour la commune, qui ne paiera que pour les missions effectivement sollicitées. Y a-t-il des questions sur le sujet? Sachez que c'est quand même une convention qui n'est pas anodine et qui quand même coûte assez cher aussi, hein, car malheureusement, nous plantons pas mal de terrain, ça évite certes la caramélisation, mais bon, on n'est pas très aidé par l'État sur ce sujet-là, et je peux vous dire que on est le propriétaire de pas mal de parcelles. Alors nous, on est en train de voir aussi par rapport à la LGV pour voir si on peut aussi, parce qu'ils sont en recherche de terrain pour faire des compensations. Voilà, bon, il va falloir aussi, il y a des terrains qui ont une valeur, mais d'autres qui ont des valeurs un peu limitées. Et même si on fait des contrats de pâturage, bon, c'est quand même de l'entretien. Voilà, donc je vous demande de passer au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, je vous remercie. La question numéro 18. La commande publique, c'est l'adhésion au groupement de commandes. Ah, là je vais laisser la parole à monsieur Marcel Glain. C'est vrai qu'on a eu jusqu'à présent que des dames qui ont parlé. Oui, c'est vrai, mais c'est normal, monsieur le maire. Vous savez, parmi le genre humain, c'est l'homme qui est le plus vite périssable. Donc, il y aurait une fille inférieure aux dames. Alors, mesdames, messieurs, sur cette question qui concerne l'adhésion au groupement de commandes de cette agropole Méditerranée. Alors, il faut rappeler que la ville de Metz et plusieurs communes de cette agropole Méditerranée ont constitué un groupement de commandes, ceci pour mutualiser leurs achats et optimiser les marchés publics, couvrant ainsi plusieurs familles d'achats, matériel de location, outillage, mobilier, fournitures administratives, équipements sportifs, nettoyage, etc. Mais comme indiqué dans la délibération qui nous a été soumise. Le volume
annuel de ces commandes est estimé à près de 357 500 € hors taxes. Donc cet Agropole Méditerranée, coordonnateur du groupement, gère les procédures d'achat pour le compte des membres via des accords cadres à bon de commande d'une durée maximale de 4 ans. Il faut rappeler que cette mission est exercée à titre gratuit par cet Agropole Méditerranée. Les obligations des parties sont définies dans une convention, mais chaque membre reste responsable de l'exécution des marchés le concernant. Eh bien, le conseil municipal est donc invité à approuver cette convention, mandater le coordonnateur pour les marchés et autoriser monsieur le maire à signer les documents nécessaires. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Sachez que dans les rencontres de territoire, c'est-à-dire avec Loupian, Bouzille, Villegrac, Marseillais, nous sommes en train aussi de discuter justement pour faire des groupements d'achat avec nos voisins, justement des fois sur du matériel de lequel on se sert que très peu, et essayer de grouper en fait de mutualiser, de faire des économies aussi à ce niveau-là. La question numéro 19, c'est les associations, c'est la mise à disposition de locaux communaux à la SNSM. Je laisse la parole à M. Nicolas Archambault. Merci, M. le maire. La commune de Metz propose de renouveler pour 5 ans la convention avec la Société nationale de sauvetage en mer, association reconnue d'utilité publique. Ce partenariat conclu à titre gracieux encadre la mise à disposition d'un bâtiment situé à la base nautique du Taurus, essentiel pour le stockage des équipements et des navires de sauvetage. La SNSM assure les missions de secours en mer, coordination avec le CROSS de Toulon, répondant à un besoin crucial de sécurité maritime locale. Le projet de convention déjà approuvé par le dirigeant de l'association s'inscrit dans la politique municipale de soutien aux acteurs d'intérêt général. Il est demandé au Conseil d'approuver les termes de la convention et d'autoriser sa signature. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 20, c'est l'association, c'est mise à disposition de locaux communaux au syndicat local FIDER. Et je laisse à nouveau la parole à M. Nicolas Archambault. La commune de Metz propose de renouveler pour 5 ans la convention avec le syndicat local FIDER, définissant les conditions d'utilisation de l'ensemble immobilier communal. Ce partenariat vise à soutenir les activités nautiques dans le cadre de la politique sportive de la ville. La convention respecte le code général de la propriété de personnes publiques, garantissant une gestion transparente et équilibrée des deniers publics. Il est justifié par un motif d'intérêt général et ne contrevient pas aux règles de la concurrence étant conclu de gré à gré selon la loi. Le montant de l'ordonnance est fixé en 2162,55 € annuels, payable trimestriellement et revalorisé chaque année. Il est précisé que le projet a déjà reçu l'accord des dirigeants du syndicat. Le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention pour la mise à disposition du bâtiment de la base nautique du Taurus et autoriser le maire ou son adjoint à la signer. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 21, c'est la cuisine centrale, c'est le portage du repas à domicile, la modification du règlement. Et je laisse la parole à Mme Kalidera. Merci. Les nouvelles contraintes imposées par la direction départementale de la protection des populations entraînent une révision des conditions de livraison. Désormais, les bénéficiaires devront être présents lors des livraisons ou fournir un accès sécurisé à leur logement, code, badge ou clé. Aucun repas ne sera déposé à l'extérieur, mais une récupération à la cuisine centrale restera possible jusqu'à 16 h le jour même. Pour les retraits au château, ceux-ci s'effectueront du lundi au vendredi entre 10 et 11 h. L'Assemblée délibérante est invitée à approuver ces modifications qui entreront en vigueur au 1er juillet 2026. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 22. C'est la convention FDAG. Je laisse la parole à Mme Anne Calvert.
Comme chaque année, il convient de renouveler la convention qui lie la commune au département de l'Hérault pour la mise à disposition d'un fonds d'aide aux jeunes qui permet d'apporter des secours financiers exceptionnels pour faire face à des besoins urgents, d'accorder des aides financières pour la réalisation de projets d'insertion, de financer des actions d'accompagnement collectif. L'enveloppe pour 2026 se décompose de la façon suivante. De la part du département, elle est de 6 475 € et celle de la commune est de 3 237 €. Cette enveloppe est identique à celle votée en 2025. Je vous prie donc d'approuver la convention de délégation de gestion du Fonds départemental d'aide aux jeunes entre le Conseil départemental et la ville de Metz pour l'année 2026. Autorisez Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention. Chargez Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je le vois qui est contre, qui est abstenu, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 23, c'est toujours la jeunesse et c'est toujours la convention avec le CCAS pour l'instruction du LDAG. Et je laisse la parole encore à Michael. Alors, pour la gestion du FAGE, la ville confie la gestion financière et administrative au CCAS conformément aux termes de la convention qui vous est proposée chaque année. Il est nécessaire de renouveler la convention parallèlement à la convention avec le département qui a été approuvée précédemment. Je vous demande de bien vouloir approuver la convention d'instruction de gestion financière du FAGE entre la ville de Metz et le CCAS pour l'année 2026. Autorisez M. le maire, son représentant, à signer la convention. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 24, c'est la petite enfance, c'est mise à disposition des locaux RPE à Poussin, c'est M. Hervé Bouffini. Merci, Monsieur le maire. La ville de Metz gère les 2 antennes de relais petite enfance Nord-Bassin-Thau situées à Metz et à Pousson. Depuis que la ville de Pousson a repris la compétence petite enfance, elle assure désormais directement la gestion du local du RPE, auparavant sous la responsabilité du CCAS de Pousson. Pour régulariser cette situation et garantir la continuité du service, une nouvelle convention de mise à disposition du local doit être signée entre les 2 communes. Le conseil municipal est invité à approuver cette convention, à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 25, c'est l'environnement, c'est la convention de mise à disposition de M. Turbino. Je laisse la parole à Nicolas. Merci, Monsieur le maire. La ville de Metz est engagée dans une démarche de prévention marine certifiée, port propre et port propre actif en biodiversité, souhaite participer à une expérimentation portée par l'association Recycle-la-Mer. Celle-ci propose de mettre à disposition gratuitement le dispositif Monsieur Turbino, un équipement de collecte sous-marine permettant d'aspirer les déchets des fonds portuaires via des plongeurs qualifiés. Ce matériel en phase de test vise à dépolluer les zones immergées tout en recueillant des données sur les déchets collectés. Son utilisation encadrée par des règles de sécurité strictes s'inscrit dans une démarche d'intérêt général, sans visée commerciale. La ville en assumera la responsabilité opérationnelle. Le projet répond à un enjeu environnemental majeur. Des fonds portuaires, bien que peu visibles, accumulent des déchets aux impacts significatifs. Il permet de tester une solution concrète, d'améliorer les connaissances sur cette pollution et de renforcer la politique écologique du port, alignée sur cette certification. Le conseil municipal est invité à approuver la convention de mise à disposition de M. Turbino, autoriser le maire à signer les documents afférents. Y a-t-il des questions sur le sujet? Monsieur Armentier. C'est une question technique, c'est une très bonne idée. Juste savoir, quand vous parlez de plongeurs qualifiés, si ça sera des gens de la mairie ou si on fait appel à la SNCF. Non, là, pour le moment, c'est les jeunes de la mairie, c'est-à-dire c'est le service portuaire. Après,
après, il faut voir aussi avec la SNSM, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Parce qu'avec eux, avec la SNSM, on a aussi un contrat, puisqu'à l'époque, la SNSM mettait les bouées de balisage de la plage. Maintenant, comme on a mis des hélices, ils interviennent beaucoup moins. Par contre, ils interviennent avec les plongeurs, avec la capitainerie pour nettoyer aussi le parcours sous-marin. Sur le parcours sous-marin, il y a des panneaux éducatifs au fond de l'eau et vu la richesse de l'état de l'eau, on va dire que toutes les semaines, il faut mettre un peu de chiffon sur les panneaux parce qu'il y a des algues, il y a ça prend vite, il y a beaucoup. Voilà, donc j'interviens, certainement, on travaille très bien en relation avec eux, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, il faut le suivi, les essais qui ont été faits à le port, notamment, sont concluants, hein, puisque l'appareil est tout simple, hein, il est en plastique avec un filet derrière, et il est branché avec un tendeur de bouteilles d'oxygène, hein, et la bouteille du plongeur fait la double. Et ça fait un système de bulles qui fait que les matières en plastique, par exemple le plastique qui depuis quelques temps est au fond de l'eau, il a tendance à se désagréger. Et là justement il revient à la surface et on arrive à le récupérer. Voilà. Donc quand ils ont fait les essais, on ramasse, malheureusement on ramasse beaucoup de choses. Ça c'est un peu trop même. Voilà. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Aucune, donc je ne vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 26, c'est la sécurité publique. C'est la participation financière à la prise en charge des renforts de gendarmerie 2026. Voilà. Donc, comme chaque année, les renforts de gendarmerie sont déployés sur les communes relevant des périmètres d'intervention des brigades de gendarmerie de Metz et de Bar-la-République. Cette année encore, 6 gendarmes seront hébergés au camping La Bêche à Bouzigues. La prise en charge de l'hébergement est répartie entre les communes de Bar-la-République, Bouzigues, Gijalou, Pierre-Metz, Montbazin, Poussin et Vrac, au prorata de la population DGF, soit pour la ville de Metz d'un coût de 4 645,47 € pour la période du 27 juin au 29 août 2026. Les modalités de cette prise en charge sont fixées dans la convention qui vous a été adressée. Il est donc proposé d'approuver les termes de cette convention et de m'autoriser à la signer ainsi qu'à signer tout document si préférable. Y a-t-il des questions sur le sujet? Alors sachez quand même, oui, les remarques, c'est que c'est de plus en plus cher. On a fait une réunion à l'aglo à ce sujet, notamment sur les secteurs gendarmerie, puisque cette frontière dépend de la police nationale, donc ils ne sont pas du tout. Je fais quand même la remarque, c'est que Metz est quand même pénalisé sur le fait que déjà nous payons très cher la gendarmerie. Hein, sachez qu'on a un loyer qui nous est reversé de 280 000 € à peu près, c'est ça, M. Granin. Et par contre, ça nous coûte plus de 300 000 € d'emprunts qui ont été contractés il y a pas mal d'années et qui ont couru. Mais en fait, on paye plus cher que ce qu'on perçoit. Et pire encore, l'État a décidé il y a 2 ans de baisser le loyer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un propriétaire qui baisse les loyers. Moi, je n'en ai pas vu, c'est plutôt le contraire. Maintenant, on vous augmente plutôt le loyer que ce qu'on vous le baisse. Donc, j'ai fait la remarque, c'est-à-dire que les Mésois, en plus de payer la gendarmerie, on est obligé en plus de payer les renforts d'été. Contrairement aux autres villes et villages qui sont autour, qui n'ont pas de gendarmerie, à part Bar-la-République et les autres n'ont pas de gendarmerie. Donc, on va dire qu'on est solidaire, mais à un moment donné, bon, c'est quand même. Surtout qu'on dit les renforts d'été, mais souvent ça permet aussi aux gendarmes de pouvoir prendre des vacances aussi pendant l'été. Donc, voilà.
Et je ne vous dis pas la vigilance qu'il faut avoir aussi, parce qu'à un moment donné, on avait 3 gendarmes de moins à la gendarmerie. Il a fallu quand même mettre la pression pour qu'ils soient remplacés, parce que les effectifs baissent, et en gros, on nous demanderait à nous d'augmenter nos effectifs de police, nos caméras vidéo. Sachez que les caméras vidéo sont très efficaces, mais elles servent aussi beaucoup à la gendarmerie. Et, voilà. Donc, je veux dire, c'est la collectivité qui met toujours la main à la poche, et malheureusement, à un moment donné, les budgets ils sont de plus en plus difficiles à se faire. Et voilà, donc je voulais vous faire cette remarque-là. On va voter, mais sachez que c'est... Voilà, j'ai quand même fait la remarque au commandant de Pézenas sur le sujet. Oui. Donc on est à 4 645 € pour cette année. L'année dernière, nous étions à 3 280 €. Et par le passé, je me rappelle qu'historiquement, on était dans les 2005, 600 €. Donc c'est exponentiel, hein, la participation de la commune. Et sachez qu'en plus, on a une gendarmerie qui est de plus en plus vétuste, hein, puisqu'elle a été construite, et donc c'est la mairie en plus qui fait les travaux à la gendarmerie. Donc voilà. Il faut quand même que les vaisseaux le sachent que la gendarmerie, c'est quand même les vaisseaux qui la payent. Voilà, doublement. Voilà, donc je mets aux voix, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Les affaires scolaires, c'est la Convention d'environnement numérique du travail, et je laisse la parole à Madame Marie-Hélène Pelin. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, il convient de renouveler la convention entre la commune et l'Académie de Montpellier pour la mise à disposition d'un environnement numérique de travail dans les écoles de Metz. Pour rappel, l'environnement numérique de travail, c'est une plateforme numérique qui offre tout un ensemble de services pédagogiques et surtout de communication permettant la communication notamment avec les familles. Pour la commune et cette année, ce sont 6 écoles qui adhèrent à ce dispositif pour un coût total de 246 €, 4 écoles élémentaires et 2 écoles maternelles. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser M. le maire ou son représentant à la signer. Y a-t-il des questions sur le sujet? Sinon, donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 28, c'est la dénomination du centre nautique Gilbert Dupont. La ville de Metz souhaite rendre hommage à Gilbert Dupont, figure majeure de son histoire nautique décédée récemment. Ce dernier a fondé et dirigé le centre du Taurus en 1964, initiant les premières activités nautiques locales et marquant durablement le paysage associatif. Reconnu pour ses qualités humaines, discrétion, compétence, modestie et son engagement en faveur du sport et des valeurs associatives, son héritage mérite d'être perpétué. Pour honorer sa mémoire, il est proposé de nommer le site abritant le yacht club et les associations nautiques Centre nautique Gilbert Dupont. Ce choix s'appuie sur le rôle central du yacht club dans la promotion des activités maritimes, en cohérence avec les valeurs portées par Gilbert Dupont. Donc je vous demande donc de bien avoir approuvé cette dénomination. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce Madame Estrada? C'est un hommage qui est totalement justifié et je trouve qu'il a mené les affaires nautiques à une époque où peu de Mésois pratiquaient la voile, il l'a fait découvrir et je pense que je fais partie des Mésois avec tous ceux de Péchiné qui ont côtoyé Gilbert Dupont, qui ont pu apprendre à faire de l'optimiste. Donc moi je suis ravie de ce projet, de cette délibération. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que il était en 1964, mais encore ces derniers temps, il était toujours à la base actif, il était toujours là, au 24 heures du tôt, il était là, il était tout le temps là. Donc c'était d'ailleurs son épouse qui était à la maison de retraite, elle me disait c'est sa maison, le club, il était toujours là, à l'école de voile. D'ailleurs, il a contribué aussi à la fabrication de bateaux. Voilà. Donc on lui doit beaucoup, donc je trouvais que c'était tout à fait judicieux qu'on lui propose
la base nautique porte son nom. Voilà. Donc je vous demande de voter qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie pour lui. Les questions diverses, il y avait 2 questions qu'avait envoyées Madame Estrada, donc je lui ai dit que je le passe au prochain conseil, là. Il y avait 2 questions, c'était une sur les plus et l'autre sur le McDonald's. Donc je vais laisser Madame Silva répondre, notamment sur McDonald's et les plus, puisque c'est dans sa délégation. Donc, concernant la demande pour l'installation du McDonald's, donc vous avez tous vu dans le Midi Libre cette annonce. Alors, on est ravis d'avoir cette annonce. C'est d'apprendre comme ça qu'il devrait y avoir un McDonald's qui va s'implanter à Metz. En lisant Midi Libre, on a été un peu stupéfait d'apprendre ça. Voilà. Sachez que des porteurs de projets, la ville de Metz en reçoit tous les jours. On a reçu Picard, dernièrement c'était à Flelou, et c'est pas pour autant que tout le monde s'installe sur la commune de Metz. Monsieur Dabigo avait donc reçu le porteur de projet, lui avait indiqué, peut-être que tu pourras en parler plus précisément. Sachez qu'en tout cas, nous sur la commune, on a une politique assez particulière. Enfin, on met en place le manger local, la culture maraîchère, nos cantines bio. On éduque nos enfants, en tout cas à l'école, à manger sainement. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de McDo, hein, ça existe. Je le fais de temps en temps, hein, je ne cache pas non plus. Il en faut pour tout le monde, mais en tout cas, c'est pas la volonté de la commune de se voir implanter un McDonald's. Voilà. Peut-être Jean-Christophe, tu peux Oui, non, juste pour préciser qu'effectivement, on reçoit beaucoup de porteurs de projets. On a reçu un porteur, responsable foncier de McDonald's. On l'a envoyé donc à Urba, avec les gens qui traitent Urba à Écosse, et visiblement sur ce terrain, ça posait de gros problèmes aussi, donc on n'a pas eu à se prononcer sur l'opportunité, puisque le terrain visé ne permettait pas du tout d'accueillir ça. Voilà. Pour aller plus loin, peut-être aussi, je voulais vous informer que le projet d'Afflelou, qui devait s'implanter aussi à l'entrée de Metz, à côté de la station de lavage, a été refusé par la CDAC en commission. Donc, voilà, pour sa proximité avec d'autres commerces du même type sur le secteur. Le rapport entre le bénéfice des emplois qui était de 2,5 à 3 sur les 3 prochaines années n'était pas bénéfique par rapport aux pertes qu'il pouvait y avoir sur les emplois des commerces existants. Voilà, j'ai siégé à la CDAC pour défendre l'avis de la commune qui était contre cette implantation. Voilà, donc sachez quand même que l'on veille à tout cela. Et là, on va recevoir prochainement donc d'autres porteurs de projets sur ce local et on les accompagnera sur un commerce qui manque sur la commune en implantation. Sachez que le taux de vacances sur ce secteur est de 1%. Un local commercial de cette dimension, c'est le seul et unique. Donc, on peut se prévaloir de pouvoir, en tout cas, choisir sur cette implantation-là le commerce que l'on souhaite avoir sur la commune et qui pourrait être intéressant pour le commerce local et pour les consommateurs. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Flelou, c'est qu'il fait partie de la surface de vente de Carrefour Market, donc automatiquement il est obligé de passer à la commission départementale. Et du fait qu'il passe à la commission départementale, on nous a demandé notre avis. Pourquoi on a refusé à Flelou? Parce qu'il y a déjà 3 opticiens sur la départementale. On trouvait que ce n'était pas judicieux d'aller installer un 4e. Je veux bien qu'on ait des problèmes de vue. Mais bon, 3 déjà c'est assez important. Si c'est pour mettre la concurrence trop importante et puis qu'il y en a un autre qui ferme, donc l'intérêt n'était pas là. Voilà. Donc, sachez qu'on n'est pas fermé. Hein. McDo, comme a dit Jean-Christophe, il devait s'installer derrière chez Magna. Il y a aussi le problème de
s'appelle, d'accès. Voilà, c'est pas pour autant qu'il ne se fera rien, mais voilà, on va les accompagner. Là, comme disait Eve, nous allons recevoir les propriétaires, qui est la famille Michel de Marseillan. C'est là où il y avait le crédit agricole, voilà. On va les recevoir pour justement les accompagner, essayer d'avoir peut-être une enseigne ou quelque chose qui pourrait apporter aux maisons, qui nous éviterait de se déplacer, voilà. Donc voilà, il faut être judicieux là-dedans. Sachez que le McDo, comme je disais, moi je suis pas, j'ai rien contre eux. Par contre, aussi, là où je le reproche, c'est la vente emportée, les déchets qu'on trouve de partout. Ça, c'est quand même un sacré problème parce que sur tous les parkings, à beaucoup d'endroits, on voit des gens qui vont chercher leur McDo ou d'autres enseignes et puis qui jettent les déchets, et on en trouve beaucoup. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a quand même encore il y a beaucoup à faire, parce que bon, c'est quand même dégueulasse. Voilà. Donc voilà, on n'est pas fermé. Sachez qu'on a refusé aussi sur la place de la mairie, on peut le dire, parce qu'on avait le droit de préempter une agence immobilière. Voilà, donc on trouvait que ce n'était pas judicieux aussi sur la place de la mairie, avec l'argent qu'on avait mis dedans, d'installer une agence immobilière. Donc c'est justement là où on avait la permanence pendant les élections, et il va prochainement y avoir un commerce qui fera crêperie, pas mal, voilà, donc qui mettra des animations qu'une agence immobilière. Voilà, donc c'est pour ça que quand on peut faire le choix, on le fait. Malheureusement, il y a des secteurs où on ne peut pas. Je ne vous cache pas que des fois, même on passe en été, il y a un coiffeur qui s'est installé là. Alors, par contre, il y a des fois, il y a des choses qui nous dépassent parce qu'on n'est pas concerté, ni. De toute façon, on n'a pas trop de choix sur certains endroits. Voilà. Et ensuite, c'était par rapport au puits à Madame Estrada. Oui, je vous remercie pour l'explication. En fait, c'est tout simplement comme le Midi Libre annonçait que le projet était bouclé. Je me posais, moi, la question exactement du foncier, puisque quand on voit l'emprise foncière occupe un tel équipement, je ne voyais pas où ça pouvait rentrer dans la commune. Donc, voilà. Merci. Surtout que quand on sait que quand il y a une drive, on sait automatiquement qu'il y a un bouchon. Voilà. Là, c'est pareil, en ce moment, on a refusé déjà une première fois, et là, pareil, on traîne des pieds parce que il doit se créer des chambres funéraires, et ça fait 2 fois que le projet est au bord de la départementale, et on sait, pour avoir malheureusement assisté à des obsèques, que ça amène beaucoup de véhicules et au bord de la départementale, et puis bon, quand on est dans du pavillonnaire, je trouve que c'est pas très judicieux d'avoir une chambre funéraire devant sa maison. Voilà. Donc sachez qu'il y a un projet actuellement qui est en cours, et j'espère qu'il va se réaliser sur la zone en Garonne, où il y aura 4 chambres funéraires plus, voilà, là je pense que c'est plus adapté. Voilà, donc on essaie aussi de. Voilà, vous savez. Mais bon, après-midi, vous savez, McDo, j'ai eu vent il y a quelques années en arrière aussi, à l'époque, Renault fermé à l'entrée de Metz, il laissait faire un McDo, j'en ai entendu en temps tous les jours. Voilà. Après-midi, je livrais des faux, je serais. En tout cas, quoi qu'il en soit, en toute transparence, on vous aurait averti. McDo, quand même, qui s'accorde sur la commune, ça passe pas inaperçu, quoi. Sachant que McDo, il y aura les coûts, puis il y a les postes. Voilà. Ça serait une autre enseigne, peut-être des moins de débat que McDo. Ça sera toujours peut-être qu'on aura José Bové que ça va. Concernant donc les puces du samedi matin, donc la question était de la difficulté de l'inscription pour les puces le matin dans votre demande. Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, ça fait quelques mois, depuis le mois d'octobre ou novembre, depuis que la nouvelle place donc de la mairie a été terminée. J'ai demandé au service commerce de développer les puces sur cette partie-là, puisque les puces sur la place centrale habituelle sont surchargées.
La difficulté donc d'appeler entre 8h30 et 11h, sachez qu'on est en train de travailler sur une inscription en ligne avec un formulaire de préinscription qui sera accessible à tous et on prendra dans l'ordre. Alors il est vrai que s'il faut respecter la loi, les Mésois auraient droit à seulement deux puces par an. Ça on le sait très bien, simplement pour certains ça permet d'arrondir les fins de mois, d'autres bien sûr de se débarrasser de ce qu'ils ont dans leur garage, mais voilà, donc on a une certaine tolérance là-dessus. Maintenant effectivement, moi ce que j'ai demandé au service depuis le mois d'octobre, et il y avait donc la personne qui s'en occupait était en congé maladie, effectivement quand elle est revenue, l'information ne lui avait pas été transmise. J'avais demandé donc à ce que les personnes qui appellent, même à 11h30, et lorsque les puces sont complètes, qu'on les oriente donc sur les puces de la place de la mairie pour développer cette partie-là, ce qui est fait actuellement. Et lorsqu'il n'y a vraiment plus de place, de proposer de les inscrire pour la semaine suivante. Voilà, pour que vraiment il y ait un roulement. J'ai également demandé à ce que les personnes qui sont en puce n'aient pas toutes les semaines le même emplacement, du fait déjà du respect de la loi. Normalement, ils ne devraient pas avoir plus de 2 fois. Donc, c'est pas un marché, ils n'ont pas d'abonnement, ils n'ont pas d'emplacement fixe. Donc, en fait, c'est par ordre d'arrivée. Le premier qui appelle à l'emplacement 1, le deuxième l'emplacement 2, et ainsi de suite. Et donc, les services établissent un plan chaque semaine pour le placing. Voilà ce qui est fait. On est en train de travailler là sur donc la fiche préalable d'inscription avec une inscription en ligne, mais je vous informerai dès que l'inscription en ligne sera possible et mise en place. Voilà. Mais effectivement, c'est compliqué de s'inscrire aux puces le mercredi par téléphone. Et ça, on en a entièrement conscience et en tout cas, on est dans la démarche d'améliorer ce service et de développer surtout les puces sur la place de la mairie. Et là, on refuse, il y a plus trop de refus sur ces dernières semaines, malgré le fait qu'en plus, c'est la période où il y a le plus de participants. Voilà. C'est pas des privilèges qu'il y avait, c'est que c'était plutôt des mauvaises habitudes qui ont été prises, qui ont laissé faire. Et les gens s'imaginent que samedi, la place à côté du kiosque ou en bas, ça leur appartient. Voilà. Non, malheureusement, c'est pas ça. Et c'est vrai que bon, on va faire en sorte de remettre de l'ordre là-dedans. Mais bon, comme dit Ève, c'est vrai que normalement, c'est que 2 fois dans l'année. Donc, c'est qu'il y a déjà le privilège de leur accorder, de leur donner la possibilité de venir toutes les semaines. Et voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des habitueurs, il y a des qui sont déjà sur le téléphone depuis le matin, qui attendent dès que ça roule, ils sont là. Et puis, ceux qui travaillent, malheureusement, des fois, n'ont pas le temps de s'inscrire. Voilà. Mais on y travaille justement pour que tout ça soit le mieux possible et que ça soit fait en règle. Écoutez, je vous remercie. J'allais justement vous dire, mais peut-être que si par téléphone ça ne peut pas fonctionner, peut-être que alors la dématérialisation, même si certaines personnes, il y a quand même une fracture numérique, doivent être accompagnées pour faire les démarches en ligne. Bon, mais ça peut répondre à une problématique. Évidemment, on comprend très bien que pour certaines personnes, aller au puce, c'est un complément de salaire. Donc, évidemment, c'est un peu logique de fermer les yeux, de laisser passer de les laisser en place plusieurs fois, sauf qu'il faut quand même que l'ensemble des Mésois puissent accéder à cet espace. Et il me semble intéressant justement de proposer la place de la mairie, puisque ça amène quand même une animation qu'il n'y avait pas, et ça peut faire fonctionner les commerces. Donc voilà, merci pour l'info. Mais vous savez, souvent quand des fois je vois des trucs, je vois écrit sur les réseaux sociaux, par exemple, quand nous arrivons à la période en septembre, quand il y a la fête des associations, derrière il y a le salon des animaux, et ça râle, ouais, on ne peut pas faire les puces, non, mais on finit que presque on ne peut pas faire d'animation parce qu'on a tellement pris les habitudes, alors que bon, c'est un avantage pour leur laisse.
Sachez que sur la place de la mairie, donc c'est quelque chose qu'on avait mis en place dès que les travaux étaient terminés octobre-novembre. Seulement c'était la période hivernale, donc on avait moins de demandes de personnes participant. En plus, la difficulté aussi sur cette place, c'est qu'il faut décharger et retirer le véhicule, on ne laisse pas le véhicule, donc certaines personnes refusent d'y aller. Voilà, bon, il y a quelques petits ajustements à faire, mais là en ce moment c'est en train de se mettre en place et je pense que c'est quelque chose qui va prendre au fur et à mesure de l'installation. Les bus, c'est un peu comme le marché, c'était pareil, on a quand même passé 4 mois de pluie, du nord et derrière, donc c'est vrai que les commerçants n'ont pas eu trop de chance aussi, dans les ambulances ne se déplaçaient pas trop. Donc ça a été dur à installer au niveau de la place de la mairie, comme pour les bus, pareil. Voilà. Donc, l'ordre du jour est terminé. On a rendez-vous vendredi 5 juin. Pourquoi? Parce qu'il faut voter pour les délégués suppléants pour les sénatoriales. On a été pris un peu de cours là-dessus. Donc, il faut désigner 9 délégués suppléants, c'est-à-dire que s'il y a des élus qui ne se déplacent pas, on puisse avoir des suppléants. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi 5 juin, ici même. Par contre, oui, les élus, vous avez l'obligation de voter, sauf vraiment. Pour les sénatoriales qui auront lieu le dernier dimanche de septembre. Voilà, donc vous le notez. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite bon retour, bonne soirée. Et avant de